Salut à tous, c'est Guillaume Cassard, et ça fait super longtemps qu'on n'a pas parlé de dinosaures. Et non, Godzilla ça compte pas. Aujourd'hui on va donc se pencher sur Jurassic Commando, ce qui nous permettra par la même occasion d'évoquer les mockbusters made in Asylum. Tout un programme. C'est parti. Ce sera parti quand je le dirai, mon con. D'abord, j'ai un jeu génial à présenter. Salut ma gueule, c'est John Michael. Aujourd'hui, on va te transporter vers une expérience ludique incroyable. Honkai Star Rail, c'est un RPG de space fantasy multiplateforme gratuit qui a été élu meilleur jeu 2023 sur Google Play et l'App Store. Je t'ai dit que c'était incroyable. Découvre un univers riche et immersif en mode semi-ouvert et pars à l'aventure sur ces nombreux mondes en incarnant un pionnier ou une pionnière. Tu seras comme les grands explorateurs des temps anciens, Marco Colomb, Christophe Polo, Jaco de Gama ou Vasque Cartier. Et développe des stratégies d'équipe en utilisant son système de combat au tour par tour à la fois accessible et riche. Parce que l'exploration c'est bien, mais se mettre sur la gueule c'est important. Ce mois-ci, un nouveau personnage s'ajoute à la galerie des plus de 40 persos jouables. Jade, une femme d'affaires sans scrupules qui ne recule devant rien pour générer des profits. Je pourrais bien tomber amoureux, haha. Un pur concentré de charme et d'élégance, mais t'y fie pas. En phase de combat, son bâton se transforme en fouet pour frapper ses ennemis, qu'elle achève ensuite en les piétinant avec ses talons hauts. Ouais, non, finalement, je vais pas m'y risquer. Autre nouveauté, Honkai passe en version 2.3, ce qui veut dire que t'auras plein de nouveaux contenus à te mettre sous la dent. Pour commencer, tu seras invité au sein du Feldspace Radieux, un vaisseau de croisière de luxe, rien que ça. Ensuite, tu vas découvrir une salle d'arcade toute neuve dans laquelle tu pourras vivre des expériences variées et surtout inviter tes amis pour les affronter. Car se mettre sur la gueule c'est bien, mais entre amis c'est encore mieux. En plus de tout ça, Argenti, un personnage charismatique et populaire du jeu, fait son grand retour. Welcome back Argenti, tu nous avais manqué. Et si tu te connectes pendant 7 jours d'affilée, tu recevras 10 passes spéciaux qui te permettront d'obtenir Jade ou Argenti. Scanne le QR code ou clique sur le lien dans la description pour télécharger le jeu et essayer tous ces magnifiques nouveaux personnages. Cerise sur le gâteau, utilise ce code pour obtenir 50 Jades stellaires qui te permettront de monter en niveau. Tu vas t'éclater ma gueule. Amuse-toi bien et à bientôt. The Asylum, voilà un nom qui, à lui seul, évoque tout un tas de sentiments divers et variés chez les amateurs de navets. Principalement connu aujourd'hui pour la saga des Sharknado, The Asylum fut fondé en 1997 par David Rimawi et Sherry Strain, deux employés de Village Roadshow Pictures victimes d'une réduction d'effectifs, et David Michael Latt, vice-président de l'agence Chimera Multimédia. Le but avec leur nouvelle boîte, produire des films pour 3 fois rien, histoire que le retour sur investissement soit garanti. Ouais, des petits Roger Corman en herbe quoi. Et si ça démarre tranquillement avec des pseudo-comédies dramatiques pour ados sans intérêt, au milieu des années 2000, les choses prennent soudainement une autre tournure. En 2004, Asylum révèle au monde un film absolument époustouflant qui aura marqué au fer rouge de nombreux cinéphiles. Vampire versus zombie. Croyez-le pas, Vampire vs Zombie fut le premier véritable succès du studio. Y a-t-il une raison particulière à ça, vous allez me demander? Eh bah oui, y en a une. Qui n'a aucun lien avec la qualité générale du métrage. Si Vampire vs Zombie est parvenu à sortir du lot, c'est tout simplement grâce à son affiche qui rappelait fortement celle de Freddy vs Jason sortie un an plus tôt. Son succès, il le doit donc très probablement à des habitués de vidéoclubs confus, persuadés de louer Freddy vs Jason, mais qui se sont retrouvés avec Vampire vs Zombie. Des gens pas très malins, qu'on se le dise. L'année d'après, The Asylum décide d'adapter La Guerre des Mondes de H.G. Wells, qui débarque dans les vidéoclubs en juin 2005, un jour seulement avant la sortie d'un certain film de Spielberg avec Tom Cruise. Et le film cartonne à nouveau à sa petite échelle, ce qui fait qu'Asylum perçoit un filon à exploiter. Le mockbuster était né. Un mockbuster, c'est, comme son nom l'indique, une imitation au rabais de blockbuster produite dans l'unique but de surfer sur le succès d'un gros film. L'objectif étant de sortir le mockbuster exactement au moment où le blockbuster est en salle pour maximiser les chances de succès. C'est fourbe, hein? Suivront donc King of the Lost World, Da Vinci Treasure, Snakes on a Train, Transmorphers, Alien vs Hunter, Death Racers, j'en passe et des meilleurs. Tiens, ça pourrait faire un bon jeu. Trouve quel blockbuster est détourné par ce mockbuster. Des méthodes douteuses donc, entièrement basées sur des tactiques marketing trompeuses qui auront fait grogner certains studios hollywoodiens. La Fox ayant carrément menacé d'attaquer le studio en justice au moment de la sortie de The Day the Earth Stopped, qui accompagnait Le jour où la Terre s'arrêta avec Keanu Reeves. Une coïncidence sans doute. La Fox n'est cependant jamais passée à l'acte, The Asylum profitant d'un certain flou juridique entourant ces méthodes. Toute comparaison de leur production fauchée avec leur soi-disant modèle étant très vaine, la ressemblance se limitant généralement au titre. Il aura fallu attendre 2012 pour que le studio finisse par se faire remonter les bretelles quand Universal et Warner Bros passèrent à l'attaque. Le premier concernant American Battleship, qui évoquait quand même pas mal Battleship. Niveau qualité par contre, je peux pas vous dire lequel est le pire étant donné que j'ai pas vu la prod Asylum. La Warner attaquait quant à elle le studio pour son Age of the Hobbits, qui faisait un tout petit peu penser au Hobbit de Peter Jackson. Mais vraiment un tout petit peu, hein. Résultat, Asylum dut renommer les deux films qui demeurent donc American Warship et Clash of the Empires. Comment se passe la production d'une prod Asylum? Eh ben, elle se passe très vite. Un film Asylum, c'est 4 à 6 mois de travail en tout et pour tout. Avec des budgets n'allant pas au-delà de 500 000 $, les tournages durent en moyenne 2 semaines et l'équipe doit mettre en boîte 12 pages de scénario par jour. Autrement dit, ils sont pas là pour soigner la mise en scène ou le jeu d'acteur, mais plutôt pour filmer des trucs le plus rapidement possible, sans trop s'épancher sur le concept de qualité. Ainsi, avec un modèle économique réduisant les dépenses au strict minimum et en produisant une douzaine de films par an, Asylum a réussi l'exploit de ne jamais être déficitaire. Et dans les années 2010, Asylum finit par faire le buzz avec Sharknado, qui devint le plus gros succès de la boîte, lançant carrément une saga avec des spin-offs. Ah ouais, ils ont même fait leur propre multivers en 2022.
Et c'est même pas une blague. 2025 Armageddon, conçu comme un crossover dans lequel on retrouve tout le bestiaire des films du studio, et notamment les fameux requins tornades. Voilà, maintenant que vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur Asylum, penchons-nous un peu sur le sujet du jour, 100 millions. Ou préhistorique. Ou Jurassic Commando. Comme vous voulez. Ouais, parce que 10,000 BC c'était vraiment pour les lopettes. Du coup, Asylum a décidé d'ajouter des millions à son titre pour montrer qu'ils étaient pas là pour rigoler. On est donc bel et bien sur un mockbuster du 10 000 de Roland Emmerich sorti en 2008, mais qui n'a strictement rien à voir avec ce dernier en réalité, puisque son histoire ne prend pas place à la préhistoire, mais de nos jours avec un bond dans le passé au temps des dinosaures. Vous allez voir, c'est génial. C'est parti. Notre histoire commence Au taquet le générique. Après avoir assisté à cette compilation d'images d'archives, J'ai aucune preuve, mais un gros pressentiment. nous nous retrouvons sur le plateau numéro 4, où Marie-Claire et Johnny tentent de nous faire croire qu'ils risquent leur vie alors qu'ils sont juste devant un putain de fond vert. Un fond vert dégueulasse en plus. Enfin bref, Marie-Claire et Johnny, qui bénéficient du meilleur doublage français de tous les temps, Ah, ça va, arrête. se lancent donc à la recherche de grottes préhistoriques. Sauf que malheureusement, Marie-Claire semble être atteinte de la maladie du pas de bol. Son harnais cède au bout de 5 secondes et elle chute de plusieurs dizaines de mètres pour atterrir la tête la première sur les formations rocheuses en contrebas. Alors vu ce petit choc ridicule, il y a moyen qu'elle soit juste tombée de 30 cm en fait, hein. Quel drama queen. Bien vite remise de cette chute ridicule, Marie-Claire part explorer la grotte dans laquelle elle vient d'atterrir et y découvre des peintures rupestres représentant un dinosaure juste à côté d'un crâne de T-Rex pris dans la roche. C'est fabuleux. Bah ça, on voit pas ça tous les jours. On se retrouve ensuite à des centaines de kilomètres de là, alors qu'une bande de winners charismatiques en mode Ray-Ban et téléphone high-tech attendent désespérément qu'il soit 2 heures pour pouvoir sortir de leur véhicule. Ah bah oui, avant l'heure c'est pas l'heure, et après l'heure c'est plus l'heure, hein. Nos soldats, car ce sont des soldats, se présentent ensuite à leur supérieur Jean-Thierry, qui en a rien à foutre de ses appels téléphoniques apparemment. Ouais, Jean-Thierry, il a pas le temps pour ses conneries. Bienvenue à Los Angeles, messieurs, et au bureau de la recherche navale des États-Unis. Ce bâtiment tout pourri là? Ah ouais, la recherche navale des États-Unis c'est pas de top prestige, dis donc. Vous êtes tous là? Alors rendez-vous dans le hall principal à 14h pétante, rampez. Encore? Mais ça dure combien de temps une minute chez toi, gros? S'ensuit une petite conversation entre Jean-Thierry et Maurice, le lieutenant de cette petite équipe qui serait, à en croire le commandant, le meilleur groupe d'intervention du gouvernement. À retenir. Mais Jean-Thierry tient à conserver le mystère sur la mission en passe d'être confiée à Maurice et son équipe. Il est comme ça, Jean-Thierry. Il aime bien faire durer le suspense. On verra ça à 14h. Mais il est 14h, pauvre con. Plus tard, dans la salle de briefing, à 15h, l'équipe reçoit donc des instructions de la part de Frankie, le directeur de recherche. J'étais dans la Navy avant le jour de votre naissance. Oui bah c'est bon, te la pète pas. Du coup, Frankie, c'est une grosse tête qui a travaillé sur l'expérience de Philadelphie, une expérience américaine qui avait pour but de rendre invisibles les navires militaires. Sauf qu'il y a eu un effet secondaire et que l'USS Eldridge s'est retrouvé téléporté à des centaines de kilomètres de son point de départ. Et toute cette histoire, eh bien c'est une véritable légende slash théorie du complot. Bref, toujours est-il qu'en réalité, l'Eldridge n'a pas voyagé dans l'espace, mais dans le temps. Et s'il s'est retrouvé sur un point géographique différent, c'est parce que la Terre tourne. Oui, la Terre tourne et elle est ronde. J'espère que je vous apprends rien. Le projet aurait donc été poursuivi dans le plus grand secret sous la houlette de Frankie, qui a retenté l'expérience avec des humains quelques années plus tard. Il a donc envoyé son grand frère et une vingtaine de personnes très loin dans le passé, mais il y a eu un couac et ils se sont retrouvés coincés. Dans le passé, il y a 70 millions d'années. Encore des gens victimes de pas de bol. Mais Frankie n'a jamais lâché l'affaire, espérant trouver un moyen de ramener son frère et ses copains. Et la découverte de Marie-Claire et Johnny fut donc l'élément déclencheur pour lancer une mission de sauvetage. Une datation en carbone 14 indique que ces gravures remontent à entre 64 et 75 millions d'années. Mais rien ne prouve que ce sont vos scientifiques qui ont... Oh non Maurice, ta gueule, vraiment ta gueule. Il y a 75 millions d'années, qu'est-ce que tu veux qui ait dessiné ça à part eux, des putains de raptors? Mais Frankie ne perd pas son temps à expliquer à ce gros débile les rudiments de l'histoire de sa propre espèce, et lui montre plutôt une preuve un peu plus parlante. Voilà, maintenant il va bien la fermer, Mr. Concon. Après avoir demandé de rallumer les lumières, Frankie continue sa petite présentation, parce que ok c'est une tête, mais alors les vidéos proches, il a aucune idée de comment ça marche. Il leur montre donc le nouveau téléporteur et oh putain, encore un fond vert dégueu. L'équipe d'intervention sera donc envoyée à travers le temps pour porter secours aux scientifiques restés coincés sur place, et Frankie les accompagnera pour s'assurer que le portail se réouvre, histoire de les ramener dans le présent une fois la mission accomplie. Et même si Jean-Thierry leur offre la possibilité de refuser, ce qui est super sympa de sa part, Maurice, que j'appellerai désormais Mr. Concon, accepte immédiatement au nom de son équipe. Alors écrivez vite à vos familles, mettez de l'ordre dans vos affaires. Rompez. Départ pour 14h? Départ à 3h pétantes. Non mais toi l'heure c'est vraiment pas ton truc en fait. À 3h pétantes donc, l'équipe rejoint donc le téléporteur dans cet entrepôt dégueulasse du bureau de la recherche navale des États-Unis. Ok, donc le truc en carton là c'est le téléporteur? Moi j'irai pas les gars. Mettez en route le séquençage temporel. Entendu, une seconde. Et voilà. Eh bah putain, activer une machine à voyager dans le temps c'est plus simple que de faire décoller un hélico apparemment. Les soldats pénètrent donc tous un par un dans le portail, et c'est Frankie qui referme la marche. Oh putain que c'était moche ça. Eh bah vu la gueule de la téléportation, j'attends celle des dinos avec impatience. De l'autre côté, ils se retrouvent en pleine nature avec Mr. Concon. Dans cet environnement sauvage et inconnu, ils doivent évidemment être les plus discrets possibles pour ne pas se mettre en danger inutilement. Unité spéciale, annoncez votre présence. Le reste de l'équipe les rejoint rapidement en s'annonçant parce qu'ils sont vraiment pas malins, et ils s'égosillent ensuite en appelant leurs deux camarades manquants parce que tant qu'à faire du bruit autant y
aller à fond. Ils finissent par les retrouver, mais l'un d'entre eux a fusionné avec la végétation. C'est donc ça, ne faire qu'un avec la nature? Après avoir exploré les alentours, ils finissent par trouver les montagnes où les peintures rupestres ont été découvertes, ce qui veut dire qu'en toute logique, les survivants ne devraient pas être bien loin. Bon, tout ça c'est très bien, mais les dinos du coup? Oh là là, comme je ne suis pas déçu. Une bien belle séquence qui n'a rien à envier à Jurassic Park sorti 15 ans plus tôt. Après cette magnifique rencontre, le groupe reprend sa marche quand soudain une plante décide de ne pas respecter Jean-Marc en lui crachant à la gueule. Ça m'aurait pas plu. Le problème étant que le crachat de la plante devait contenir une sorte d'acide qui se met à ronger le visage de Jean-Marc, qui décide de se foutre à la flotte où l'attendait un prédateur. Enfin, je crois. C'est un peu confus. Voyez plutôt. Du coup, la palme du pas de bol est attribuée à ce pauvre Jean-Marc. Je crois qu'on fera pas mieux. Un peu plus tard, Jean Fernand est assailli par un mauvais pressentiment. Un dino semble être à leur trousse. Le truc, c'est que c'est le seul à l'avoir vu apparemment, parce que la meilleure équipe d'intervention des États-Unis of America est pas foutue de se rendre compte qu'elle est traquée. Bon, étant donné que Mr. Concon est quand même de bonne foi, il décide d'aller vérifier ça, mais ne trouve rien de concluant. Burke, nom d'un chien, tu peux pas garder... Bah tu l'as pas volé celle-là. C'est ensuite au tour de Jean Fernand de finir sous les crocs du Raptor, ce qui déclenche une panique générale chez nos soldats qui se mettent à tirer dans tous les sens, mais sans jamais parvenir à toucher leur cible. Les meilleurs des meilleurs. Le monteur son devait être bourré. Ras-le-bol, je me tire d'ici. Alors je me doute que t'es pas forcément une flèche, mais tu sais que ça va être difficile de retourner d'où tu viens, mon con. Tout le monde se lance alors dans une course éperdue, poursuivi par un raptor atteint de ce que l'on pourrait appeler une bonne grosse dalle, bien décidé à tous les dévorer un par un. Et puis soudain, miracle, leur salut apparaît en la présence d'un groupe d'hommes des cavernes au brushing irréprochable. Et comme les trois clodos sont apparemment plus efficaces que la meilleure équipe d'intervention des États-Unis of America, ils parviennent à se débarrasser du raptor en 30 secondes montre en main avec seulement 3 putains de lances. Ah ouais, c'est le raptor recalé du casting de Jurassic Park parce qu'il était trop con en fait. Et moche. Non mais regardez-moi ça sans déconner. Enfin bref, débarrassés du raptor, ils peuvent alors... Et il est où Frankie par contre? Alors que Frankie est sur le point de succomber aux griffes et aux dents d'un autre raptor, voilà qu'il se fait également sauver la vie par... Ruth. Une autre survivante à la chevelure impeccable qui s'appelle... mince, j'ai un trou. Ruth le ramène donc auprès du groupe qui s'active à soigner Jean Moustache, malheureusement mal en point suite à sa rencontre avec le raptor aux yeux globuleux. Mais le plus important, c'est que Frankie retrouve enfin son frangin Ricky. Le choc que ça doit être pour lui, de voir son frère avec une coupe aussi merdique. Ils se mettent alors en route pour rejoindre le portail, mais mauvaise nouvelle pour Jean Moustache. Ces dinosaures trempent leurs griffes dans leurs excréments. Si leurs victimes survivent à l'attaque, elles succombent ensuite à l'infection. Est-ce qu'on le mettrait pas ex aequo avec Jean-Marc du coup? Quand un grognement menaçant se fait soudainement entendre, Jean Moustache décide de rester en arrière, se sacrifiant tel un héros pour laisser ses camarades fuir courageusement. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Non mais au bout d'un moment va falloir arrêter d'être con par contre hein. Et allez, ça recycle le plan d'il y a 30 secondes où on voit même le canon de Jean Moustache. Bien évidemment, le T-Rex se lance à leur poursuite. Enfin, il essaye, parce que la marche ça a l'air d'être un peu galère pour lui, le pauvre. Non mais vous allez le laisser tranquille ce plan? Nos personnages trouvent alors refuge dans la fameuse grotte découverte par Marie-Claire et Johnny des millions d'années plus tard. C'est ensuite l'heure du Character Development, où les personnages se font un petit barbecue et nous offrent quelques échanges sans intérêt. On apprend notamment que Frankie et Ruth en pinçaient l'un pour l'autre, mais que leur histoire d'amour en est restée au stade embryonnaire. J'en ai rien à foutre. L'artiste du groupe, quant à lui, qui prend son pied à dessiner des soucoupes volantes sur les murs, Comment va ma Viviane? Ah, tu veux pas qu'on reste sur les soucoupes volantes, t'es sûr? Parce que les nouvelles sont pas hyper reluisantes. la femme est morte, le fils fait n'importe quoi. Il pense avec ses poings. Il a failli tuer un homme lors d'une bagarre dans un bar. Il les aura toutes faites. À deux doigts de basculer dans le drame social. Enfin, Frankie et Ricky renouent les liens fraternels, et étonnamment, Ricky est plutôt positif concernant toute cette histoire. C'est une aventure fantastique. Il est comme ça, Ricky. Toujours avoir le verre à moitié plein. Le lendemain, l'équipe se met enfin en route vers le portail, mais une rencontre impromptue avec la faune locale a malheureusement raison de Jean Roger, qui peut maintenant believe he can fly. Son copain débile décide alors d'utiliser les grands moyens en balançant une putain de grenade dans les airs, ce qui a malheureusement pour effet de réveiller le T-Rex qui n'était pas loin. La discrétion c'est vraiment pas votre truc, hein. Heureusement, Ricky est un as du tir à l'arc et parvient à tuer le ptérosaure, permettant à l'équipe de vite reprendre la route. Une fois arrivé au portail, Frankie active ce dernier et tout le monde le traverse. Mais Ricky réalise bien vite que Frankie va devoir se sacrifier et rester sur place pour refermer le portail après leur passage. S'ensuit une séquence tire-larme parce que l'émotion c'est important. Je reviendrai te récupérer, je le promets. Et Frankie se retrouve alors tout seul sur place. Enfin pas complètement, parce que le T-Rex il est toujours là lui. Au moins il ne mourra pas seul. Le reste du groupe, désormais en sécurité, exprime alors son enthousiasme avec entrain. Ouais.
Ah oui, d'accord. Mais Jean-Thierry a l'air un peu paumé. Ça n'a pas marché. Aussi, ça a marché. Mais vous venez de partir. Quoi, tu veux dire qu'il est toujours 15h pétante? Où est le lieutenant Pitt? Où sont-ils tous? Où est le professeur? Eh bien, mon cher Jean-Thierry, il s'avère que l'équipe d'intervention que tu as envoyée était en fait composée d'une bande de gros nulos. Bah merde, qui c'est qui a pas payé l'EDF? Nos personnages ont alors la surprise de voir le portail se rouvrir et le putain de T-Rex en émerger. Mais qu'est-ce que c'est que cette bête et comment elle est arrivée là? Mais t'as suivi l'histoire un peu? Il faut éviter que cette saloperie sorte de là-dedans. Évidemment, le T-Rex ne l'entend pas de cette oreille et sort de l'entrepôt pour faire un petit tour en ville. Ok, mettez-moi au parfum, qu'est-ce que cette créature va faire? Oh bah il va flâner un peu, manger un bout, les trucs de touristes quoi. Pour retrouver le dino, Jean-Thierry et sa team décident d'utiliser un hélicoptère. Et la police locale se joint à eux, mais sans grande conviction. Un dinosaure. On doit chercher un dinosaure. Qui êtes-vous et comment avez-vous eu accès à la ligne sécurisée? Mais bien vite, ils font connaissance avec le T-Rex, qui est bien plus agile quand il s'agit de sauter que quand il s'agit de courir. Ricky, qui connaît bien l'animal, fait alors part de son expérience. La première fois qu'on l'a vu, il nous a donné la chasse et on s'est réfugié dans une grotte. On y est resté 8 jours, puis Déas, notre chef, est sorti et a été dévoré. On a compris qu'il fallait éviter de se trouver sur son chemin. Éviter de se trouver sur le chemin d'un dinosaure carnivore de 8 mètres de haut? Bah mais Coco, vous avez un sacré sens de la déduction, dites donc. Étant donné que la traque depuis le ciel ne porte pas spécialement ses fruits, les personnages décident de sauter de l'hélico en marche. Une petite chute de 6 mètres a jamais fait de mal à personne, voyons. Une fois en bas, les héros se séparent, Ruth saute par-dessus une voiture en marche parce que pourquoi pas, et le T-Rex continue quant à lui sa petite escapade. Mais par chance, il passe toujours par des rues complètement désertes. Mais ouais, on dirait qu'il est dans une ville fantôme, le bordel. C'est d'ailleurs assez marrant de comparer les plans vus du ciel avec énormément de trafic et se filmer sur la terre ferme où il n'y a pas une voiture à l'horizon. Enfin, sauf celle sur laquelle Ruth a fait sa petite cascade. De son côté, Ruth tombe finalement sur le T-Rex qui la prend en chasse et la coince dans une ruelle. Non, se coince dans une ruelle. Mais comme Ruth aussi c'est pas la plus maline, elle préfère rester plantée là plutôt que s'enfuir. Bref, le T-Rex finit par laisser tomber et ses copains débarquent. C'est vous. Quelle horreur. Oui, les figurants en arrière-plan pourront en témoigner. Et du coup, comme ça commence à tourner un peu en rond cette histoire, les personnages décident de passer à l'action en piégeant le T-Rex dans un tunnel. Mais pour ça, il faut appâter la bête. Et Ricky sait comment faire. Sa maîtrise du tir à l'arc va s'avérer capitale. Il a attendu ça toute sa vie, le bonhomme. Donc le ptérosaure dans les airs, pas de problème, mais le gros T-Rex de 8 mètres, non, c'est pas possible? Du coup, il passe au plan B. Et ça finit par marcher. Nos 4 acolytes sont ainsi pris en chasse par le Rex, direction le fameux tunnel où la police est actuellement sur le pied de guerre pour accueillir le dino comme il se doit. À grands coups de panneau, route barrée. Ça lui fera les pieds. Le problème étant qu'une fois arrivés dans le tunnel, les 4 glandus se rendent compte qu'il est plus du tout à leur trousse. Le grand rouge ne s'est pas laissé prendre. Mais ils finissent par tomber nez à nez avec lui de l'autre côté du tunnel, où Ricky est à 2 doigts de se faire becter, quand soudain... Bon sang! Mais qu'est-ce qui se passe? Alors, exactement. Qu'est-ce qui se passe? Parmi ces soldats tout droit sortis d'un lointain passé, un tout jeune Frankie qui fait un gros câlin à son frère Ricky. Je suis si content que tu ailles bien. Oh. Le jeune Frankie leur explique donc qu'il est arrivé là grâce à son lui vieux, qui lui a rendu visite avant de mourir pour lui demander d'aller sauver ses amis. Et ça repart en gros câlin et gros bisous parce qu'apparemment ils en ont plus rien à foutre du T-Rex. Mais il finit quand même par revenir pour un dernier face-à-face avec notre équipe, qui est prête à en découdre pour un climax intense. Ah bah lui non plus, il en a plus rien à foutre apparemment. Du coup, Ricky se lance à sa poursuite, finit par le retrouver et retente la technique de l'appât. Et si vous voulez voir à quoi ressemble un figurant impliqué, regardez en arrière-plan. Une fois arrivé au portail, Frankie balance le dispositif dans la gueule de la bête et active le portail, ce qui renvoie le T-Rex à son époque, provoquant ainsi de multiples effusions de joie chez nos personnages. Et la bonne nouvelle, c'est que Frankie peut ramener tout ce beau monde chez eux dans les années 50. Enfin tous, non. Parce que Ricky décide de ne pas repartir, étant conscient que quelqu'un doit rester en arrière pour fermer le portail. Non mais là vous pourriez demander à n'importe qui de le faire, c'est pas comme si vous étiez au temps des dinosaures, bande de débiles. T'es fou, Eric. Non, juste con. Nos personnages se font donc leurs adieux, on remonte le temps quelques instants pour constater que le T-Rex est bien arrivé, et c'est la fin de ce Jurassic Commando. Ou 100 millions. Ou préhistorique. Comme vous voulez. Et c'était assez décevant, j'avoue. Oh là là, qu'est-ce que c'est long et chiant. L'électrocardiogramme plat, quoi. Il y avait du potentiel, mais il manque ce grain de folie un peu what the fuck à l'entreprise pour en faire un nanar vraiment marrant. Raptor Range était beaucoup plus fun. Et je pensais pas que je dirais ça un jour. Asylum investit le minimum du minimum et ça se ressent à tous les niveaux. Ce qui fait que 70% du film est constitué de remplissage sans intérêt. Du pseudo-développement de personnages dont on a clairement rien à foutre, des plans de gens qui courent, des stock shots en veux-tu en voilà. Alors que nous, tout ce qu'on voulait, bah c'était des dinosaures, putain. Et même pour ça, à part un T-Rex tout moche, mal incrusté, mal animé aux pattes disproportionnées, y a pas grand chose à se mettre sous la dent. La faute à un montage complètement charcuté qui nous permet jamais d'admirer les dinos dans toute leur laideur. Les effets spéciaux sont tout pourris. On le sait.
Alors assumez-les, faites pas vos timides. C'est du pur cinéma d'exploitation dans ce que ça peut avoir de plus cynique. Et alors clairement vous laissez pas avoir par l'affiche, hein, l'invasion urbaine de dinosaures c'est pas pour cette fois. Jurassic Commando ne sera donc pas le compagnon idéal pour une soirée dino nanar entre potes. Préférez-lui plutôt les éternels Carnosaures, ou Raptor Ranch, ou même Theodore Rex. Même Theodore Rex. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a fait marrer, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, venir me soutenir sur Tipeee si vous vous sentez généreux, vous achetez un superbe t-shirt John Michael Advertising sur la boutique en ligne, et je vous dis à bientôt, salut!